Bienvenue à tout le monde à la conférence virtuelle qui s'intitule Au-delà du handicap avec notre invité, Monsieur Dean Bergeron. Merci d'être avec nous en si grand nombre, nous l'apprécions énormément. Je me présente, Emmanuel Bobin, agent de développement à Moelle Épinière et Motricité Québec, mais également l'un des organisateurs du 75e anniversaire. Donc, sachez, cette conférence sera animée par notre chère Vanessa Anne Paré, organisatrice communautaire à Moelle Épinière et Motricité Québec, qui fera donc l'entrevue avec Monsieur Dean Bergeron. Donc, sachez que ma collègue fera sa présentation lors de l'entrevue. Cette conférence virtuelle lance officiellement les festivités des 75 ans de Mémo Québec. Si vous voulez, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à rester avec nous juste après la conférence afin de vous présenter la programmation finale de nos activités. Celle-ci sera présentée par notre chère Marie-Blanche Rémillard, qui est donc la présidente du conseil d'administration de Mémo Québec. Alors, rapidement, Moelle Épinière et Motricité Québec est un organisme à but non lucratif depuis 1946 qui a été fondé par des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, donc qui sont revenus blessés à la moelle épinière du combat. Nous, à Mémo Québec, notre mission, c'est de favoriser l'autonomie et améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec une lésion à la moelle épinière et plus largement les personnes en situation de handicap. Notre mission se décline à quatre principaux champs d'action qui sont l'intégration sociale. Sachez que le service travaille en étroite collaboration avec les centres d'expertise aux blessés médulaires de l'Est et de l'Ouest du Québec. J'en profite d'ailleurs pour saluer nos partenaires qui sont en ce moment, aujourd'hui, présents avec nous et donc en grand nombre. Je vous salue, merci beaucoup d'être avec nous. Nous avons également 3 autres services qui sont l'employabilité, le soutien à la recherche, ainsi que la défense des droits et des intérêts collectifs. Nous avons également une fondation Moelle Épinière et Motricité Québec qui vient en aide financièrement aux personnes vivant avec une lésion à la moelle épinière. Donc, si vous voulez en savoir plus de tout ce que je viens de vous dire, donc sur nos services et la fondation, je vous invite à consulter notre site internet, donc moelleépinière.com. Alors, petit rappel de ce qui va se passer aujourd'hui. La conférence, nous allons la commencer par une période d'entrevue entre Vanessa Anne Paré et M. Dean Bergeron pour une période approximative de 35 minutes. S'il vous plaît, durant cette partie, je vous invite à éteindre vos micros afin d'éviter tout désagrément. Aucune question des invités ne sera posée durant cette partie. Par la suite, il y aura donc une courte période de questions-réponses pour une durée de 15 minutes. Vous pourrez à ce moment-là lever la main virtuelle que vous trouverez en bas de votre écran. Nous vous appellerons par votre nom et prénom. D'ailleurs, s'il vous plaît, j'en profite pour vous demander de pouvoir inscrire maintenant votre nom et prénom pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, afin de pouvoir vous identifier. Et vous aurez juste à activer votre petit micro lorsque vous poserez votre question, ou si vous voulez, vous pouvez écrire votre question dans le chat et je me ferai un plaisir moi-même de le poser à M. Dean Bergeron. Sachez qu'il se pourrait cependant que nous n'ayons pas le temps nécessaire afin de pouvoir répondre à toutes vos questions, donc nous sommes sincèrement désolés. De plus, en ce moment où je vous parle, la conférence est enregistrée. Donc, s'il vous plaît, si vous ne souhaitez pas être filmé, je vous invite tout simplement maintenant à couper votre caméra, comme ça tout ce sera parfait. Sachez que cette conférence, donc enregistrée, sera aussi disponible prochainement sur notre chaîne YouTube. Donc, comme je vous l'ai annoncé un petit peu plus haut, cette année est une année donc spéciale pour Mémo Québec, car nous célébrons nos 75 ans d'existence. Et donc, juste avant de commencer la conférence, je vous montre une de nos capsules dans laquelle une personnalité mystère a adressé ses vœux à Mémo Québec à l'occasion de nos 75 ans. Donc, bon visionnage. Bonjour, mon nom est Daniel Jean, je suis directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec. Aujourd'hui, j'aimerais souligner le 75e anniversaire de l'organisme Moelle Épinière et Motricité Québec. Le travail de vos artisans, le travail de vos bénévoles font la différence au quotidien pour beaucoup de personnes handicapées. La qualité de vos interventions, vous êtes reconnus. D'ailleurs, dans le cadre du prix à part entière 2020, distribué par l'Office, vous étiez parmi les finalistes dans la catégorie organisme à but non lucratif. Votre travail est reconnu depuis un grand nombre d'années. D'ailleurs, depuis 2002, vous avez accompagné plus de 25 000 personnes dans le cadre d'une démarche vers l'emploi pour le maintien ou l'intégration.
vous faites la différence. Vous réussissez à donner du sens dans la vie des gens, sortir de la pauvreté, augmenter leur participation sociale. Dans ce contexte-là, je suis vraiment heureux de célébrer avec vous. Parmi les réalisations que vous faites le bonheur des gens. Merci pour tout ce que vous faites et joyeux 75e anniversaire. Bonjour, Dean. Bonjour, Vanessa Anne. Hey, merci d'être avec nous. C'est vraiment un plaisir de passer cette heure de dîner en ta compagnie. Je pense qu'on peut dire en toute humilité là, que tu fais partie de ces personnes qui sont à la fois connues et reconnues. Donc, d'abord, tu as un parcours paralympique quand même digne de mention. Tu as participé à 4 Jeux olympiques, récolté 11 médailles. Tu es, attends un peu, je ne veux pas oublier de mots, vice-président prestations, soins de santé et services aux assurés chez Beneva, auparavant à la capitale. Papa d'une jeune fille, un fier bleuet et également un membre du conseil d'administration de Moi les Pinières et Motricité Québec depuis 2012. Un homme à la vie bien remplie. Hein? Oui, c'est ça. Premièrement, je dois te dire, c'est vraiment un honneur là, pour moi là, que vous m'invitiez à venir partager un peu une partie de ma vie dans le cadre du 75e anniversaire. Et prendre un moment pour échanger avec les gens. C'est vraiment là, un grand plaisir pour moi. C'est un honneur. C'est partagé, vraiment. C'est un moment, comme on dit, à la bonne franquette, hein, intime entre nous. Même si tu pourrais te passer de présentation, j'aimerais ça quand même qu'on lance un petit vidéo qui fait un survol un peu de ton parcours. Donc, mon collègue Dominique. Je vais... Un coup du sort est une blessure qui s'inscrit dans notre histoire. Ce n'est pas un destin. Nul n'a mieux compris cette phrase de Boris Cyrulnik que Dean Bergeron, multimédaillé aux Jeux paralympiques et aux championnats du monde en sprint en fauteuil roulant sous toutes ses déclinaisons. Il était promis à une carrière en hockey sur glace et ses rêves prenaient forme alors qu'il avait rejoint les rangs des Cataractes de Shawinigan, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais un violent coup de poing reçu lors d'une bagarre à l'entraînement a mis une fin abrupte à ses rêves et l'a plongé dans un marasme qui a duré plusieurs années. C'est en voyant André Vigier à la télévision que les horizons de Dean Bergeron se sont éclairés à nouveau. Au plus fort de ses études en actuariat, il a renoué avec l'activité physique et la compétition et a commencé à s'entraîner à la course en fauteuil roulant. Une rencontre avec Pierre Pomerleau, qui allait devenir son entraîneur pour les 2 décennies suivantes, le convainc qu'il peut donner une autre couleur à son rêve d'athlète d'élite. Il fait d'abord ses débuts aux défis sportifs, y participant avec une assiduité de plus de 20 ans et trouvant là la motivation nécessaire à se lancer vers une compétition de plus grande envergure. 9 ans après son terrible accident, Dean Bergeron participait à ses premiers Jeux paralympiques à Atlanta en 1996 qui furent couronnés de succès. Une médaille d'or aux 200 mètres, 3 d'argent aux 400, 800 et 1500 mètres et une de bronze aux 100 mètres lui tressait un avenir brillant qui connut son apogée 4 Jeux plus tard avec une médaille d'or aux 100 mètres à Beijing. 11 médailles olympiques, de multiples titres de champion du monde, des records sans cesse améliorés, Dean Bergeron a réécrit son histoire, a remodelé son destin. A réécrit son histoire, a remodelé son destin. C'est peut-être de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment évocateur. Est-ce que tu te sentirais à l'aise, Dean, de nous raconter dans quelles circonstances ton accident s'est déroulé? Ben oui, Vanessa Anne. Dans le fond, on est... Excuse-moi, j'ai un peu d'émotion. Quand j'ai vu ces vieilles images-là, j'avais pas mal moins de cheveux gris qu'aujourd'hui. Mais en fait, on est en 1987. On est le 25 août. Et comme on le disait un peu dans la vidéo, je m'apprêtais à sauter sur la glace pour entreprendre ma 2e saison avec les Cataractes. Il faut dire que moi, je suis parti, je suis un bleuet d'origine, ça n'a pas l'air de ça quand on regarde la face, mais je suis un bleuet. Je suis parti de chez moi à 15 ans pour réaliser ce rêve-là de devenir un joueur de hockey professionnel. Donc, ça a commencé justement à Magog, où j'ai fait mon midget 3A. Et l'année suivante, j'ai été repêché par les Cataractes. J'ai fait 1 an avec les Cataractes. Puis à ma 2e saison, c'est là justement que mon destin s'est transformé. Je sautais sur la patinoire, puis on était vers la fin du camp d'entraînement.
Puis à l'époque, il y avait encore beaucoup, beaucoup de violence au hockey. Il y en a encore malheureusement, mais c'était vraiment, il y en avait beaucoup à cette époque-là. Et juste avant de rentrer sur la patinoire, je me rappelle, le coach avait dit, regardez, là, moi, j'étais un vétéran. Il y avait les recrues, il y avait les vétérans. Puis les vétérans ben, essayaient de garder le poste, puis les recrues essayaient d'enlever un poste à un vétéran. Et vers la fin du camp d'entraînement, ben, justement, là, la tension commençait à monter. Et quand on était rendu aux parties simulées, on est embarqué sur la glace, puis là, il y a eu un climat de violence là, assez incroyable là, qu'il y avait dans cette partie simulée-là. Il y a eu des bagarres à gauche puis à droite. Puis en deuxième période, je suis dans le coin de la patinoire, puis je suis face à face à quelqu'un qui veut mon poste, donc une recrue, et on chamaille un peu pour avoir qui va sortir avec la rondelle du coin de la patinoire. Et là, on se regarde et les gants tombent. Et je donne des coups de poing, j'en reçois, puis je reçois un premier coup de poing sur le côté ici, puis je perds mon casque. Et là, j'essaie d'arrêter la bagarre en attrapant le coude de mon adversaire là, pour l'occasion, puis je passe à côté. Puis un autre coup de poing qui arrive, puis qui vient exactement à la même place, et je tombe sans connaissance. Malheureusement, Éric Saint-Amand tombe, puis moi, dans le fond, moi, je tombe, Éric tombe par-dessus moi, et je tombe la tête première sur la glace. On entend un clac assez incroyable. Et ça en est fait. J'essaie une première fois de me relever, ça ne fonctionne pas. Une deuxième fois, ça ne fonctionne pas. Et je me dis, ça ne va pas bien, je suis paralysé. Ça arrivé, coup du destin, une bagarre, un climat, puis sur le coup, tu as ouais. eu cette révélation-là, finalement, si on peut dire. Oui, j'avais déjà eu des coups durs. Tu sais, junior majeur, c'est quand même une ligue. C'est assez intense là, comme jeu. Mais quand, après 3 fois, j'ai essayé de bouger mes jambes et ça ne fonctionnait pas, j'ai vraiment réalisé là, la gravité là, de ce qui se passait. Est-ce que c'est une panique qui t'habitait, un lâcher-prise? Oui, ben, je dirais, pour moi, en tout cas, c'était une descente aux enfers parce qu'au début, tu sais, je me dis, bon, OK, c'est paralysé, mais ça va revenir, ça va revenir. Et pour moi, il y a eu comme 3 grandes étapes là, dans tout ce processus-là de réadaptation et de réintégration. La première, qui est la phase aiguë pour moi, là, c'était, bon, ben, la lutte pour la survie. Puis la lutte est entre guillemets parce que je ne pouvais pas concevoir j'ai 18 ans, je ne pouvais pas concevoir de mener ma vie en fauteuil roulant. Pour moi, c'était impossible. Je ne voulais pas m'associer aux personnes qui étaient en fauteuil roulant. Pour moi, j'allais remarcher. Et cette étape-là a duré pour moi à peu près 1 mois et demi. Ensuite de ça, une fois que mon état, ben, on m'avait sauvé, en guillemets, a commencé l'étape de réadaptation, où je suis parti à Trois-Rivières du centre hospitalier Sainte-Marie vers, à l'époque, ça s'appelait le centre hospitalier Cook. Il me semble que c'est l'Envol maintenant aujourd'hui. Et là, j'ai fait ma réadaptation qui a duré quand même pas mal longtemps. Ça devait durer 6 mois. Pour moi, ça a duré 1 an. C'était des petits gains petit à petit. Et après cette année-là a commencé la dernière phase de ma réintégration, là, que j'appelle la réinsertion sociale, et qui a été quand même pour moi assez difficile parce que, tu sais, je devais mettre une croix sur un paquet de rêves. Là, debout, là, j'étais à 6 pieds 2, je faisais 190 livres, puis je me pensais le plus beau, le plus grand, le plus fort, je jouais junior majeur, tu sais, j'avais tout pour réussir, puis tout d'un coup, ben, je me ramassais à 4 pieds quelques, 150 quelques livres. Et ce qui était vraiment, vraiment dur, c'était la différence de perception. Avant ça, je regardais les gens d'en haut, puis dorénavant, c'est les gens qui me regardaient d'en haut qui me disaient, ben, pauvre type, son rêve s'est éclaté en 1000 morceaux, qu'est-ce qu'il va devenir? Puis, pour moi, ça, c'était une période difficile avant que je trouve vraiment ma voie. L'ego a pris une drop. Ça a été... Oui, parce que tu n'as plus de repères. Puis, veux pas, tu as tout aussi l'équipe qui continue leur bout de chemin. Fait que là, tu as des joueurs qui jouent dans mon équipe qui percent la Ligue nationale. Puis là, tu te dis, ben, Caroline, peut-être que moi, j'aurais pu, moi aussi. Oui, c'est hyper difficile parce que je me rappelle, entre autres, j'étais dans une compétition, j'étais en Floride, je m'en allais vers Los Angeles. Puis, en fauteuil, on embarque dans l'avion toujours avant tout le monde, là.
Fait que j'embarque dans l'avion, puis là, il y a des gens, des gros bonhommes qui passent. Puis là, je dis, Caroline, ça ressemble à une équipe de hockey, ça. Puis je tombe face à face avec Enrico Ciccone. Certains peuvent le connaître. Enrico a joué pour le Canadien, mais Enrico était là quand j'ai eu mon accident, moi, à Shawinigan. Puis on se connaît bien. Puis là, ça m'a fait comme, là, pourquoi c'est moi qui est assis dans un fauteuil roulant, puis pourquoi c'est pas Enrico Ciccone, qui lui est un batteur, moi je n'étais pas un batteur. Fait qu'il y a tout ça là, qui est vraiment, vraiment, vraiment dur à vivre. Et pour moi, ben, ça a passé, cette étape-là de reconstruire mes rêves, ça a passé par le sport en fauteuil roulant. Ça a passé par quelque chose qui fait quand même partie de ton identité profonde, on peut dire. Une petite question de curiosité, Lynn, qui destinait à une carrière professionnelle au hockey. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que tu as opté pour la course en fauteuil roulant plutôt que le hockey luge qui aurait été, comment dire, en ligne directe avec ton sport de prédilection? Oui, c'est une bonne question, Vanessa Anne. Dans le fond, moi, quand, effectivement, je voulais plus faire de sport. Fait qu'après, là, quand je suis sorti là, de l'adaptation, je retourné à l'école au Saguenay, au cégep au Saguenay. Puis la vie, je la trouvais trop cruelle. Elle m'avait enlevé ma sensibilité, elle m'avait enlevé ma mobilité, elle m'avait brisé mon rêve. Fait que je voulais plus rien savoir. Puis il me restait ma tête, là, heureusement. Là. Fait que j'avais continué à étudier pendant mon stage junior majeur. Fait que je me suis dit, ben, je vais tout mettre mes énergies à développer mon cerveau, puis je laisse aller le corps. Puis, c'est ce qui m'a amené à des études en actuariat à l'Université Laval. Puis, dans le milieu de mon bac, grosso modo, là, ça allait bien à l'école, mais il me manquait quelque chose. Il me manquait vraiment quelque chose. Là. C'est comme un grand casse-tête, là, puis un morceau qui n'est plus là. Puis, un peu par hasard, j'ai rencontré un gars qui a changé ma vie, mais complètement, qui est Pierre Pomerleau. Pierre, en me voyant à l'université, ben, il s'est introduit, il dit je suis Pierre Pomerleau, j'entraîne des gens qui sont comme toi, en fauteuil roulant, à faire de l'athlétisme. Je te regarde, là, la grandeur des bras, me semble que ça marche super bien. En plus, tu as la bonne couleur pour faire de l'athlétisme. Là. Non, c'est pas vrai, il n'a pas dit ça. Sauf que pour moi, il m'a invité, c'est une invitation. Puis quand je me suis retrouvé près de la piste là, de 400 mètres à Québec, là, au PEPS, puis qu'on m'a aidé à m'installer dans le fauteuil de course, il y a vraiment, vraiment là, un déclenchement. C'est comme si mon rêve de sportif là, avait trouvé une autre façon de s'exprimer. Je n'étais même pas parti, je n'allais même pas encore vite, rien. Là, on était en 91. Puis là, il y avait Chantal Petitclerc, il y avait des gens de Québec aussi là, qui s'entraînaient pour les Jeux paralympiques de Barcelone en 92. Puis là, ça a allumé quelque chose. Fait que mon rêve a recommencé à vivre. Puis c'était le début, moi, de ce sport-là. J'ai eu la piqûre. Ça a connecté. Puis on peut dire que Pierre Pomerleau, finalement, ça a été comme ton chasseur de tête. Hein? Il t'a spoté. Oui, ben Pierre, c'est un être extraordinaire qui a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de son temps, donné des années de sa vie, justement. C'était le premier entraîneur de Chantal Petitclerc. Il a entraîné beaucoup d'athlètes paralympiques. Puis on a besoin, justement, quand notre vie change comme la nôtre, on a besoin de gens comme ça pour justement se remettre en scène. Ça, c'est certain. C'est lui qui a amené la petite étincelle, puis toi, tu as fait le reste du chemin. Exact. Si on se permet maintenant, j'aimerais ça qu'on fasse un saut dans l'univers olympique de ta carrière paralympique. Donc, tu as participé à 4 Jeux olympiques en commençant par Atlanta en 1996, Sydney en l'an 2000, Athènes en 2004 et c'était Pékin en 2008. Tu as récolté un total de 11 médailles, donc 3 d'or, 3 d'argent et 5 de bronze. C'est sûr qu'on ne se le cachera pas, moi je remporterai une médaille olympique. Il doit y avoir une grande fierté qui accompagne ça. une fierté, Oui. Mais au-delà de la reconnaissance donc, qui vient avec ça, de la fierté personnelle, est-ce qu'il y a un moment en particulier que tu identifierais comme le moment fort là, de toute cette carrière paralympique qui t'a marqué? Oui, ben c'est une question difficile, Vanessa Anne, parce que sur 20 ans de carrière, il y a toutes sortes de moments. Là. Puis, tu me poses la question, je pense à quelques moments, là, mais il y en a quelques-uns qui sont clés, parce qu'ils ont derrière ces moments-là, il y a des grandes leçons. Pour moi,
me suis fait un devoir que mon sport servirait à faire de moi une meilleure personne, puis à grandir, puis à dépasser certaines limites là, que je pensais qui étaient fixes. Et pour moi, le plus beau moment, quand je regarde là, toute cette carrière-là, ou celle où j'ai eu la plus belle leçon, c'est mon 100 mètres à Pékin. Pourquoi je te dis ça? C'est que ce que la vie m'a amené, c'est que un moment donné, l'abandon mène à l'abandon. Pourquoi je dis ça? C'est que je me rappelle, j'étais en entraînement puis, ou en compétition, puis je participais par exemple à l'épreuve de 5000 mètres. 5000 mètres, mettons, on s'imagine la piste de 400 mètres, là, c'est 12 tours et demi de piste. Donc, on commence la compétition, on commence l'entraînement, je fais la moitié, je fais 6 tours, puis d'un coup, je me dis, ah non, finalement, ce ne sera pas une bonne journée pour moi aujourd'hui, on va mettre ça de côté, puis on va se reprendre demain. Ça a descendu après ça aux 1500 mètres. 1500 mètres, c'est 3 tours, 3 quarts. Bon, 3 minutes quelques là, pour faire ça, c'est pas la fin du monde. Là. Je faisais la moitié du chemin, puis après ça, 1 tour, 2 tours, ça ne sera pas une bonne journée, je ne ferai pas de record, ou je ne gagnerai pas, je mets ça de côté. Puis je voyais là, tu sais, c'est une spirale. 800 mètres, 2 tours. 2 tours, c'est facile. Je faisais 1 tour, quand je m'apercevais que ça ne marchait pas, je mettais ça de côté. Ça a descendu quasiment jusqu'aux 100 mètres. Dans le sens que 100 mètres, là, c'est quoi? C'est 17 secondes d'effort là, pour un quadraplégique. Là. Et pour moi, ce que je voyais, c'est que plus j'abandonnais, plus c'était facile d'abandonner. Puis c'est de même aussi dans la vie. Là. Quand c'est une spirale, puis là, tu tombes là-dedans, puis après ça, tu as tout le temps une excuse pour abandonner. Ce que ça m'a appris, ce 100 mètres-là, c'est que derrière chaque course, derrière chaque épreuve, derrière chaque projet qu'on se donne, qu'il soit sportif ou qu'il ne soit pas sportif, il y a toujours de quoi, il y a toujours une leçon à apprendre. Puis la leçon, malheureusement, n'est pas sur la ligne de départ. Ce serait le fun, hein? On n'aurait même pas besoin de faire la course, tu vas chercher ta leçon, puis tu repars. Mais la leçon est à la ligne d'arrivée. Fait qu'il faut que tu pousses jusqu'au bout si tu veux justement aller chercher l'apprentissage, aller chercher la leçon, aller chercher grandir. Puis dans le 100 mètres à Pékin, c'est une belle illustration parce que je le pars mal, le 100 mètres. Je le pars tout croche parce que je ne suis pas reconnu pour des départs qui sont explosifs. J'ai des grands bras et mes départs sont lents, un peu à la Donovan Bailey ou à la Usain Bolt, tout ce que là, c'est l'accélération, moi, qui est ma force. Et dans un 100 mètres, quand on part mal, c'est un peu difficile. Fait que je le pars mal. Puis là, je me dis, Dean, ta leçon est il faut que tu pousses jusqu'au bout. Tu ne sais pas encore ça va être quoi que tu vas apprendre, mais pousse jusqu'au bout, reste concentré, puis fais ce que tu as à faire. Puis ça a donné des beaux résultats. Puis pour moi, c'est la plus belle course que j'ai faite. Je trouve qu'on a une petite vidéo de ce moment-là. Est-ce que tu ouais? qu'on vive ce moment-là ensemble, Dean? Regarde, je vais le revivre avec plaisir parce que à chaque fois que je le vis, je tombe un peu émotif parce que je commence à être vieux. Fait que, avec plaisir, Vanessa. C'est correct, on accueille ça, les émotions.
Merci. Merci pour ce beau cadeau. Merci pour ce beau cadeau. Je pense que Jérôme m'a écrit « J'ai des frissons ». Moi aussi, j'ai des frissons dès on vit l'intensité du moment, mais quelle remontée, hein, quand tu disais ma force, c'est l'accélération. Oui, c'est un beau moment de fierté. Puis tu sais, je pense que le sport, c'est un moment, c'est une façon d'exprimer. Oui, il y a de la performance dans le sport et tout ça, mais c'est tout ce qui se cache derrière le sport. C'est vraiment tout ce qui se cache derrière le sport, les années d'effort. Puis je compare ça beaucoup à quelqu'un qui est dans un processus de réadaptation. Ça paraît facile, quelqu'un que ça fait quelques années qui est en fauteuil roulant puis qui se promène avec sa voiture, qui va travailler, tout ça, ça paraît facile, mais il y a énormément d'efforts à l'arrière de tout ça. Et pour moi, ce qui était vraiment important dans toutes ces aventures-là, c'est la fierté. Tu sais, c'est un beau moment de fierté que tu m'as permis de vivre. Puis, je pense comme individu, il faut être fier. Il faut être fier de nos grandes réussites, mais surtout, il faut être fier de nos petites réussites qui nous permettent justement, c'est comme une échelle qu'on monte, là, qui nous permettent d'aller chercher l'autre barreau, puis qui nous permettent d'aller chercher l'autre barreau. Tu sais, pour moi, de gagner une médaille d'or sur un 100 mètres, ça n'aurait jamais été possible si je n'avais pas réussi à m'habiller toute seule. Si j'avais jamais réussi justement à aller conduire ma voiture ou de retourner à l'école ou d'aller. Fait que c'est chacune de ces petites victoires-là qui t'amène à une grande victoire. Puis jamais lâcher là-dedans, c'est primordial, c'est la clé. Je pense qu'il y a des gens parmi nous qui sont touchés. Hein? Merci de nous partager ces moments-là. On est vraiment privilégiés. Toi, dans ta vie bien remplie, tu donnes des conférences et la philosophie de vie que tu mets de l'avant, c'est changer ses pourquoi en comment. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ça consiste, changer ses pourquoi en comment? Oui. Puis ça se passe durant ma réadaptation. Ben, dans le fond, même ça se passe un peu avant. C'est que j'étais tendu sur la patinoire. Tu sais, je parlais de Shawinigan tantôt. J'étais tendu sur la patinoire. Je sais que je suis paralysé. C'est pourquoi? Pourquoi moi? Tu sais, pourquoi c'est arrivé à moi, cet accident-là? C'est un accident hyper bête sur tous les clubs de la Ligue de hockey junior majeur, sur toute l'histoire de la Ligue de hockey junior majeur. Il y en a un qui est en fauteuil, c'est moi. Tu te dis pourquoi? Puis ça me traînait. J'ai traîné ça dans ma phase de soins aigus. Pourquoi? Puis quand je suis tombé en réadaptation, j'ai rencontré un autre gars qui a changé ma vie. Il y a des filles qui ont changé ma vie, il y a des gars aussi qui ont changé ma vie. Son nom, c'est Hérol Payet, d'ailleurs, qui a travaillé à Mémo Québec et qui a été mon parrain. Puis, Hérol m'a invité chez lui à Montréal. J'ai passé une fin de semaine chez lui, rencontré sa femme. Hérol, il m'a épuisé cette fin de semaine-là. On est allé au rugby, on est allé me montrer tout ce qu'une personne en fauteuil roulant pouvait faire. Et quand je suis retourné à mon centre de réadaptation après cette fin de semaine-là, moi, j'avais juste le goût d'avoir une pancarte, me dire, regardez, là, je suis hors service pendant 3 ou 4 jours, là, le temps que je me remonte de tout ce que j'ai vu. Là. Mais tout ce que j'ai vu dans cette fin de semaine-là, c'était Hérol fait ci. Comment il fait pour faire ça? Hérol transfère dans sa voiture. Comment il fait pour transférer? Comment il fait pour aller à la piscine? Comment il fait pour... Et ce que je me suis rendu compte après cette fin de semaine-là, c'est que plus le comment grossit et plus le pourquoi rapetisse. Fait que quand tu réussis à changer ta question du pourquoi en comment, tu te rends compte que tu commences à trouver des réponses parce que là, tu poses comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Puis, Hérol, il transfère de cette façon-là, mais je pense que moi, je suis capable de transférer mieux, plus rapidement si je fais ça de telle façon. Puis là, tu essaies des choses. Ça ne marche pas tout le temps, là, bien sûr, là. Mais ton comment prend de plus en plus de place, puis ton pourquoi, il rapetisse de plus en plus. Puis dans la vie, c'est un peu ça. On est en découverte de plein de choses. Puis, en course, j'ai essayé d'aller toujours plus vite en me posant la question comment. Dans ma vie professionnelle, comment je vais faire pour me trouver une job, puis comment je vais faire pour fonder une famille et tout ça. Et bien honnêtement, tant aussi longtemps que tu es dans le pourquoi, ben, tu fais du surplace.
Puis je ne le sais pas encore aujourd'hui. J'aimerais ça te dire pourquoi j'ai eu mon accident, Vanessa. Je ne le sais pas. Mais le comment m'a permis de faire de quoi avec. Le comment, autrement dit, ça commande l'action. Hein? Ça nous sort de cette espèce de bourbier-là de la pensée. Puis, je pense que ça peut s'appliquer à toutes sortes de situations de la vie, à tout le monde, finalement. C'est drôle, hein, parce que tu me dis ça, puis tu sais, moi, je vais de la campagne. Fait que j'étais un gars de campagne, là, tu sais. On peut pas sortir de la campagne du gars, là. Puis, tu sais, imagine là, que t'es en 4 roues, là, puis t'es pogné dans un trou de boîte, là. T'es bien pogné. Puis là, tu te dis, arrivé, j'imagine, une couple de fois. Pourquoi? Ben oui, pourquoi donc je suis pogné dans le trou de boîte? Pourquoi? Mais tant que tu vas te poser la question pourquoi, tu ne sortiras pas du trou de boîte. À partir du moment où tu vas commencer à mettre des comment, ben là, tu dis, je pourrais peut-être aller me chercher justement des planches pour mettre en dessous de mur ou, tu sais, il arrive de quoi? Il arrive de quoi, puis après ça, ben, tu progresses, puis tu converges vers quelque chose qui te sort du trou de boîte. C'est bien, c'est une autre façon de le voir, hein, avec une situation concrète. Ben, Dean, tu es actuaire de formation. Tu as étudié en sciences de l'actuariat à l'université. Écoute, moi, je te fais une confidence, je ne suis tellement pas une femme de chiffres. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ça? En quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça mange en hiver? As-tu du plaisir? Décortique-nous l'actuariat en 2 minutes. Ben oui, regarde. Ben, effectivement, là, vu de l'extérieur, les actuaires sont souvent perçus comme des bibites, là. On mange un peu comme tout le monde, puis on respire de l'air comme tout le monde. Fait que là-dessus, il n'y a pas de distinction. Mais qu'est-ce qui m'a amené là? C'est ben, l'accident que j'ai eu en 87 qui a changé ma vie, ben, m'a amené, pour moi, ben, j'ai actionné mon club. J'ai actionné mon coach, mon club et la ligue. Et puis, lorsque justement j'ai entrepris ces recours en justice-là, ben, mon avocat m'a dit, ben, regarde, tu rencontres un actuaire pour évaluer c'est quoi la perte que tu as vécue, comment on chiffre la perte que tu as eue. Et je disais, une personne qui est capable de calculer ça. Puis ça m'a introduit à la profession d'actuaire. Puis l'actuaire, dans le fond, c'est une espèce de spécialiste de tout ce qui est gestion du risque. Il travaille surtout pour les compagnies d'assurance, les compagnies également d'investissement et de rente. Et ce qu'on utilise, ben, c'est différents modèles mathématiques pour essayer justement on ne dit pas prédire l'avenir parce que ça ne se prédit pas, mais au moins de quantifier les risques puis d'être capable de produire des produits d'assurance. Donc, j'ai travaillé 15 ans en développement de produits pour Desjardins. Et ensuite, j'ai commencé ma carrière justement après les Jeux paralympiques là, de Pékin en 2008. J'avais l'intention, j'avais l'ambition de devenir un gestionnaire. Donc, j'ai joint les rangs de la capitale et j'ai commencé mes premières armes en gestion. Puis aujourd'hui, ben, avec Beneva, là, ben, je suis rendu vice-président. Dans le fond, c'est une forme de mathématiques appliquées à des situations concrètes. Ouais. Et beaucoup de statistiques. Beaucoup de statistiques, beaucoup de mathématiques, beaucoup d'économétrie, beaucoup de... Dans le fond, on essaie de modéliser un peu les comportements pour justement y rattacher un prix. Si on veut. Maintenant que tu as pris la voie de la gestion, tu as mis en place un programme qui s'appelle Viva, je crois. Oui, ben, c'est un programme qui existait, on donne César ce qui est à César. On l'a renippé, si on veut, là, on l'a bonifié. Mais pour moi, justement, mes premières armes de gestion, lorsque j'ai fait le saut de l'actuariat à la gestion, c'était vraiment de pouvoir miser sur la santé. Fait que les compagnies d'assurance, oui, on paie des réclamations, oui, on paie des prestations lorsqu'il y a un événement soudain qui arrive. Mais pour moi, la compagnie d'assurance avait un rôle qui était encore plus grand que ça, celui de la prévention. Fait que comment est-ce qu'on peut justement introduire des saines habitudes de vie pour permettre à nos gens de ne pas tomber et de rester en santé. Donc, c'était une vocation. Puis la capitale, justement, embrassait cette vision-là. Puis on a fait un petit bout de chemin là-dessus. Aujourd'hui, ben, c'est le fun parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'à peu près toutes les compagnies d'assurance ont des programmes de prévention et de mieux-être en santé. Vous avez été des pionniers en quelque sorte. Oui,
Exactement. Dean, on m'a, moi, la gestion du temps, c'est pas ma. On m'a rappelé qu'on arrivait bientôt à la période de questions. Donc, je vais laisser la parole aux personnes présentes. J'aimerais peut-être aller avec une dernière question pour toi. Si tu avais la chance de voyager dans le temps puis de rencontrer Dean, le jeune Dean que tu as été quelques mois, disons, après ton accident, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Oui, c'est une bonne question. Dans le fond, si j'étais capable de faire un retour en arrière, je ne changerais pas grand-chose, mais honnêtement, là, pour moi, ce qui a été gagnant, c'est de me permettre d'oser. La conférence que je fais s'appelle Oser, oser. Fait que, il faut oser transformer nos rêves. Oui, on a un accident, oui, la vie change complètement. Mais à partir du moment où tu te raccroches à ces nouveaux rêves-là, où tu transformes ton rêve de façon différente, moi, c'était une clé. Donc, transformer nos pourquoi en comment, on en a parlé, Vanessa Anne. Ne pas être peur de la différence, ne pas avoir peur de la différence. Pour moi, ça ralentit un peu. Tu sais, je disais tantôt 1 an de réadaptation. J'appréhendais beaucoup là, la réinsertion sociale parce que j'étais différent. Je suis noir, fauteuil roulant, comment les gens vont me percevoir et tout ça. Puis ça, il faut s'affranchir de cette peur-là. Là. On est différent. Il y a 15% du monde qui sont différents, qui ont des handicaps quelconques. Avoir un filet, ça, c'est super, super important. Pour moi, il y a des personnes clés, j'en ai parlé de 2 tantôt, mais il y a des personnes, ma famille et tout ça. Avant chaque projet, s'assurer qu'on a un filet, que les gens sont là, que si on met une roue à côté ou un pied à côté, ben, qu'on soit capable justement de se relever de tout ça. Pousser jusqu'à la ligne d'arrivée, on l'a vu par le 100 mètres, puis d'être fier. La fierté, là, c'est super, super important. Ça ne pourrait pas mieux se terminer sur ces paroles-là, être fier, avoir un bon filet, se rendre jusqu'à la ligne d'arrivée, changer ses pourquoi en comment, oser, oser. J'aime ça, j'adore ça. Écoute, merci beaucoup. C'est pas terminé, donc je vais maintenant laisser la parole aux gens qui ont sûrement des questions, des commentaires. Je vois que ça réagit tout au long. Là, je voyais les petits messages qui passaient. Alors, mais merci à toi. La parole est à vous, chère personne présente. Tu as posé des questions vraiment très pertinentes. On a quand même eu quelques petits retours. On a Asfachar, excusez-moi de la prononciation, très inspirant, Dean, épatant. On a aussi Valérie qui dit merci pour ce partage de ce beau parcours de vie, Dean. Je réalise que je sais que tu es qui tu es depuis 2011 et je n'avais jamais connu ton histoire. Merci beaucoup, waouh. Puis elle continue en disant, tu sais comment faire, tu sais comment mettre, pardon, des mots sur chaque passage à la réadaptation de la vie sportive professionnelle. Tes paroles ont l'effet d'un câlin pour toutes les personnes qui débutent leur réadaptation et même les plus anciens blessés médulaires. Merci vraiment. Je vais t'emprunter quelques mots de ces mots que, si tu me le permets. Et pas étonnant que tu sois le porte-parole de Mémo Québec. On a aussi Jérôme qui fait « Waouh, j'en ai des frissons ». Et un coin de larmes, je vis aussi, faut croire. On a également Guylaine qui dit « Bravo, les larmes coulent aussi pour nous, très fiers de toi ». Et on finira avec, on a Régis Tremblay qui dit « Salut Dean, toujours aussi humble. Bravo pour ton parcours ». On a Marie-Blanche qui a une question pour toi, Dean. Je te laisse prendre la parole, Marie-Blanche. Bonjour, Dean. Tu es tétraplégique, hein? Ça veut dire que tu es atteint dans tes 4 membres. Tu as fait un parcours vraiment, comme un parcours vraiment, je ne veux pas dire de rêve, là, parce qu'il y a derrière ça beaucoup d'efforts, mais ton corps est quand même atteint. Tu sais? Puis, je me suis demandé s'il est arrivé des fois que tu avais des problèmes physiques, que toi, tu avais tout fait pour les régler, mais que tu avais vraiment besoin d'une instance extérieure, de quelque chose qui n'existait pas ou dont tu ne connaissais pas l'existence, puis que tu t'es senti vraiment là, menacé. Oui. As-tu quelques effets? Tout à fait, Marie-Blanche. Puis j'aime ta question parce qu'effectivement, si je me rappelle, à 18 ans, je pensais que j'étais un surhomme et qu'il n'y avait rien qui pouvait m'attendre. Quand j'ai eu mon accident, je me suis rendu compte justement de notre vulnérabilité, puis qu'on était, on était vraiment exposé à des choses qu'on ne s'attendait pas du tout. Pour moi, en fauteuil, je dirais la chose la plus difficile que j'ai eu à vivre, c'était une plaie de lit qui m'a cloué au lit pendant 1 an.
Et cette plaie-là, finalement, on est venu à bout de cette plaie-là après 3 chirurgies, une greffe. Et ça m'a vraiment, vraiment rappelé à quel point, là, on parlait de prévention tantôt, là, mais je pense qu'en fauteuil roulant, on est condamné à prendre soin de nous autres parce qu'effectivement, là, des fois, il y a des petits bobos qui peuvent prendre bien, bien du temps. Puis, c'est quand arrivent des événements comme ça, que là, on a besoin d'un filet. On a besoin de gens alentour de nous autres pour surmonter parce que c'était, psychologiquement parlant, là, c'était une des épreuves pour moi qui a été la plus difficile. Puis aujourd'hui, je vais toucher du bois, mais ça va bien et je pense que c'est derrière moi. Richard qui va te poser une question, Dean. Je te laisse la parole, Martin. Bonjour, Dean. Vraiment, wow, écoute, c'est inspirant et ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup l'espoir. Fait que, moi, j'avais une question au niveau de ton entraînement présentement. Est-ce que j'imagine que tu as comme un peu ralenti au niveau de l'alimentation aussi? Moi, j'essaie de garder le petit bedon pas trop gros, mais c'est pas facile tout le temps, là. Oui, c'est un challenge, hein, Martin. Je suis très, très compatissant avec toi parce que j'ai ce même challenge-là. Disons que toute ma relation avec le sport a changé beaucoup là, suite à ma retraite. Là. Maintenant, c'est beaucoup. J'aime les petits plaisirs, j'aime être en contact avec la nature. Pour moi, c'est plus d'aller vite, mais c'est d'aller loin, c'est d'aller plus loin. Et ce que j'aime beaucoup là, de ce temps-ci, c'est beaucoup le vélo de montagne, le ski de fond l'hiver. Pour moi, là, ça devient là, le contact avec la nature, de vivre dans le moment présent. On est vraiment dans une période où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress, il y a beaucoup, beaucoup de... Fait que j'ai besoin de m'entraîner, oui, physiquement pour rester en forme, mais oui, également mentalement. Puis je trouve que de sortir en forêt, de sortir avec la petite famille dans un petit chalet, puis après ça, prendre une marche, pour moi, ça, c'est de l'or en bord. Là. Fait que je trouve beaucoup, beaucoup de plaisir là-dedans. Comme je disais tantôt, c'est beaucoup moins de performance, mais des moments très, très riches quand même. Merci beaucoup pour ta question, Martin. Dean, tu en as une autre de Valérie qui a une question pour toi. Donc, Valérie, je te laisse la parole. Tu as un peu répondu. Tu sais, des fois, je me demandais si tu avais eu... ça a toujours été un parcours limpide ou s'il y a eu des doutes, il y a eu des embûches. Puis moi aussi, j'ai eu des problèmes de chirurgie de plaie aussi. Ça a été un moment très difficile pour moi. Puis des fois, on perd un peu nos repères. Fait que je me demandais, c'était quoi ton truc? Oui. Puis une des chances que j'ai eues quand j'ai eu ma plaie, c'était mon employeur m'a permis de continuer à travailler. J'ai travaillé dans mon lit étendu. Là, ça a généré d'autres problèmes d'articulation, mais fait que ça m'a gardé actif. Puis ça, pour moi, j'y tenais beaucoup. L'autre chose, un moment donné, il a fallu que je lâche prise. Il a fallu vraiment, vraiment que je lâche prise parce que, tu sais, là, c'était à chaque jour que j'avais des changements de pansement, puis on mesurait la plaie. Je m'étais fait un petit nerd comme je suis, là, je m'étais fait un fichier Excel, puis je mesurais la grandeur de la plaie, la profondeur de la plaie à chaque jour, puis ça venait un peu maladif, mon affaire. Donc, à un moment donné, il a fallu que je lâche prise, que je fasse confiance aux professionnels qui prenaient soin de moi. Puis, suite à, je te dirais, le moment le plus tough, c'est quand j'ai pris la décision là, de faire la greffe. On me disait, bon, regarde, c'est 45 jours à l'hôpital. Puis après une journée, j'ai appelé ma blonde, j'ai dit, sortez-moi de là, je suis plus capable. Mais là, j'ai commencé à apprendre l'espagnol. Je me disais, je vais recommencer à apprendre l'espagnol. Après ça, j'ai recommencé mes vieux cours de mathématiques. Fait que là, tu sais, c'est un peu ça, là, je me suis libéré l'esprit là, en me faisant des petits projets, puis en essayant justement là, de arrêter là, de garder le focus uniquement sur la guérison de la plaie. Merci beaucoup. On a également donc une question. On a donc Anthony. Donc, je te laisse la parole pour poser donc une question à Dean. Oui, bonjour Dean. Moi, c'est Anthony. Je suis un petit gars du Lac-Saint-Jean. Puis, dans ta description, je trouve que tu me ressembles beaucoup. Je suis un gars de 6'4", grand bras. J'ai
J'ai eu mon accident à 18 ans aussi. Puis j'ai commencé la course en fauteuil cette année. OK. Puis on dirait que partout où je vais, j'entends tu me fais penser à Dean, t'en ressembles à Dean. J'ai le même handicap environ, je suis C7. Toi, je sais pas c'était quoi exactement. Ouais, moi je suis C6, C7. C'est ça, avec des grands bras. Puis là-dessus, la course en fauteuil, c'est un monde. C'est un monde vraiment, vraiment le fun. Puis je suis content de voir qu'il y a d'autres Dean Bergeron, entre guillemets, qui poussent derrière moi, là, parce que je te souhaite là, les plus belles aventures, Anthony, là-dedans, puis d'aller au bout de ton potentiel. Puis tout ce que tu vas apprendre comme leçon en course en fauteuil, tu vas être capable de le mettre dans ta vie aussi. Fait que c'est que du plus, là. Fait que félicitations. Puis ça, maintenant, ben, tu veux qu'on prenne un verre ensemble, ça me fait plaisir. Ben, c'est un petit peu là ce que je voulais m'en aller, vu que, moi, de T52, j'ai vraiment de la misère à trouver des petits conseils où, il y a beaucoup de gens T53, T54 qui me disent « Ouais, non, ça ne fait pas ça correct, mais je ne suis pas capable de le faire comme eux. » Oui. Donc, ben, regarde, Anthony, on s'organisera là, pour communiquer ensemble, là, puis ça va me faire plaisir de t'accompagner. Ça serait vraiment un honneur pour moi. Good. Merci. Merci, Anthony. Dean, on a une question maintenant de Charles Roussel. Donc, Charles Roussel, je te laisse prendre la parole. Oui, bonjour, Dean. Oui, Charles. Mercredi, le 31 octobre 2007, tu tenais une conférence sur la motivation pour Desjardins. OK. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, là. Non. Mais moi, le lundi, j'avais une compagnie de construction, puis le lundi 29 octobre, je suis tombé d'une échelle, je me suis cassé des 9 des 10. Fait que là, j'ai rappelé mon directeur financier pour dire ben, je ne pourrais pas aller à la réunion, à la conférence. J'ai dit je suis paraplégique, je suis rendu à l'hôpital. Ça, c'était 2 jours avant ta conférence, là, 31, en fait, 20 ans suite à ton accident à toi à peu près. Oui. Puis, je vais au hockey 4 fois semaine, un peu, j'étais très sportif. J'ai décroché, j'ai eu un moment à creux, mais ce qui m'a sauvé, je pense, c'est mes enfants. Puis, après ça, je pense ce qui est important dans la vie, c'est avoir des passions, s'occuper comme moi, j'ai trouvé la cuisine parce que j'ai mes enfants 1 semaine sur 2, il faut que je le fasse à manger. Puis voyager, je vais à la chasse, ainsi de suite. Mais je pense qu'il faut avoir des passions. Et avoir été plus jeune, peut-être que j'aurais embarqué dans le vélo comme tu as fait, là, mais j'étais rendu quand même à 47 ans. Fait que, je me suis dirigé dans d'autres types de passions, mais je fais quand même, il faut s'occuper, puis il faut garder des passions, puis il faut garder des activités. Là. C'est exactement. Puis moi, je suis à la même place que toi. La vie mérite d'aller explorer tout ce qu'on peut explorer là-dedans. Puis les plus beaux moments, que j'ai eu, oui, j'ai eu des beaux moments à la course, là, mais de me ramasser, je disais tantôt, je suis un gars de nature, de me ramasser en haut, en ski de fond, complètement tout seul, à une place, de me ramasser sur le toit du Mont-Saint-Anne, de me ramasser, ne serait-ce que derrière chez nous, il y a un petit sentier avec un petit lac, puis d'aller là, puis de me ramasser là, puis en train d'être en contact avec la nature, pour moi, c'est une passion. Puis quand tu es capable de le faire, on dirait que parce que tu es en fauteuil, puis que tu as dû mettre des efforts additionnels, tu as dû t'organiser encore plus, puis on dirait que le soleil est plus fort, on dirait que le paysage est plus beau, puis je vous dirais là-dedans, là, prenez le temps de vivre ces moments-là. C'est des beaux moments qui vont vous remplir, qui vont vous énergiser, puis ils sont encore possibles. Tu es le meilleur exemple, c'est encore possible. Puis pour ce qui est de la famille, moi, quand la petite est arrivée, ma petite a 6 ans maintenant, je ne pensais même pas être capable d'avoir une famille. Là. Quand c'était une merveille que la vie m'a apportée, puis aujourd'hui, ben, je la vois grandir là-dedans, puis ça donne vraiment un sens à... Au début, tu as ton accident, tu es dépendant de plein de monde.
Après ça, ben, tu recherches à d'être autonome, d'être indépendant. Et une fois que tu as atteint cette étape-là, ben là, tu vises à être un peu interdépendant parce que tu sais que oui, il y a des gens qui ont besoin de toi, mais toi, tu as besoin des gens. Puis quand ça fait un bel équilibre, là, Caroline, qu'il y a des beaux moments encore à vivre. Oui, c'est vrai. Fait que je te lève mon chapeau. Hey, super, au plaisir. Salut. Salut. Salut, Dean, comment ça va? Je suis content de te voir en forme puis d'avoir de tes nouvelles. J'ai vécu ton accident de près parce que j'étais un de tes compétiteurs de carrière au hockey mineur au Saguenay, au junior majeur aussi. Puis après ça, je t'ai côtoyé, je t'ai entendu parler de tous tes exploits. Puis c'est vrai qu'on se sent tout le temps invincible de ce que tu disais tout à l'heure. Puis quand ça m'est arrivé, mon accident à 37 ans, je ne sais pas si tu t'en rappelles, j'étais en train de m'entraîner une fois à François Charon. Je me tourne, qui je vois, c'est Dean Bergeron. Une belle surprise, on avait discuté. Puis tout ce que tu as parlé tout à l'heure, de voir toujours plus loin, toujours plus grand, puis d'en vouloir un peu plus, ça m'avait aidé beaucoup, ça m'avait resté. Puis j'ai eu la chance d'être bien entouré. J'ai 3 beaux garçons. Je suis devenu grand-papa depuis février dernier de jumeaux. Une conjointe idéale. Fait que tu as été un beau modèle pour moi, puis après mon accident. Fait que tout va bien pour le moment, mais je suis content de savoir que toi aussi, ça va bien. Fait que vraiment heureux de tout ça. Hey, Régis, garde bien heureux que tu aies pris la parole puis donné justement tout cet espoir-là aux gens. Effectivement, je me rappelle très bien quand on s'est rencontrés là, après ton accident, je me disais que c'est pas possible. Et bravo pour tout le chemin que tu as fait. Bravo. T'es un exemple qu'on devrait mettre en lumière encore davantage parce que tu as bien réussi ta réadaptation. C'est une belle vie, je suis content de voir ça. Puis, garde encore plein de beaux projets pour toi, Régis. Merci beaucoup, puis je te souhaite le meilleur pour l'avenir. Toi aussi, pareillement. Good. Okay. Les activités prévues à notre calendrier sont de toutes sortes, en présentiel, à distance. Ils touchent beaucoup de domaines de la vie dans la communauté. Alors, outre Dean Bergeron qui nous a fait cette belle conférence, on aura aussi une conférence de Cindy Ouellette, grande paralympienne, grande basketballeuse en fauteuil roulant. Ça, c'est bon, ça y est, j'ai pas la date ici, mais c'est bientôt. C'est comme au mois de novembre. Oui. Ce sera le 9 novembre, Marie-Blanche. 9 novembre, voici. Puis aussi, on a aussi le domaine artistique qui est touché avec un concours d'expression artistique. C'est assez large comme concept, là. Vous regarderez davantage sur la programmation. Et puis, le dépôt des œuvres, c'est le 1er avril pour le concours. On a aussi une exposition de photos, des photos prises par Dominique Perron, qui combine en fait l'art photographique à la description d'un parcours, du début d'une réadaptation jusqu'au retour dans la communauté d'une personne qui a accepté d'être filmée, d'être photographiée pendant toute cette période-là. On a cette exposition-là va du 13 janvier au 13 mars 2022. Le 26 mai l'an prochain, on aura une grande soirée sur roue qui se déroulera à l'auditorium de l'IRDPQ à Québec. Et puis, un peu plus tard, un souper-spectacle à Montréal. Ça, ce sera en septembre 2022. Et puis, ça soulignera en fait la clôture des événements du 75e. On fera ça comme en beauté. Et je passe par-dessus, mais je veux les inclure, ne même pas aller dans les détails. Ce sont des activités thématiques. Puisqu'on a à MEMO, on a des activités en employabilité, on a des activités en défense de droit, et puis on a des activités en recherche. Alors, ces activités thématiques-là
vous pouvez aussi les voir défiler sur le programme. Alors, c'est tout pour le programme. Et puis, comme il couvre une variété d'activités, de domaines, je vous invite fortement à participer à tous parce que en le découvrant moi-même, j'ai été très ravie et très fière de ce programme.